Alta et vous, votre rendez-vous quotidien, actu, culture, loisirs, talent du territoire. Lisa de Radio et Michel Alal-Volterra reçoivent chaque semaine un invité du lundi au vendredi à 10h15 sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous et bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Claude Rich, président de la station d'Ajaccio pour la SNSM. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité donc tout au long de la semaine. Alors tout d'abord, on va parler évidemment des missions de la SNSM qui sont pour les plus connus bien évidemment le sauvetage en mer. Essentiellement le sauvetage en mer ainsi que la prévention évidemment des risques pour les baigneurs en particulier. Et vous pouvez être aussi, j'ai vu, appelé sur des événements pour faire des missions de sécurité, mais c'est un petit peu plus... Oui, c'est moins fréquent. Éventuellement, en sachant quand même qu'on peut dégager d'une manifestation en cas d'urgence. Évidemment, notre priorité reste le sauvetage en mer. Alors justement, comment s'opère le sauvetage en mer ? Comment vous êtes appelé sur les opérations ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, le sauvetage en mer en France est coordonné par les CROS, comités régionaux de recherche et de sécurité. Donc c'est eux, en fonction de l'événement, en fonction des paramètres, qui mettent en œuvre les moyens idoines. En particulier, s'il y a des personnes, des bateaux à proximité, on va privilégier évidemment la rapidité d'intervention. S'il n'y a personne à proximité, on va aller chercher des moyens plus éloignés. Et c'est donc en fonction de ces exigences qu'on nous met en alerte ou pas. Vous avez des astreintes, ça se passe comme ça, vous êtes... On n'a pas d'astreinte à proprement dit parce que vous savez que le sauvetage en mer est animé par des bénévoles. Donc on ne peut pas demander à des bénévoles de faire des astreintes. Néanmoins, il y a une réactivité certaine puisqu'on a un appareil avec nos moyens nautiques dans le quart d'heure. Alors justement, vous avez un profil associatif, vous êtes une association en fait à la base, donc comme on l'a vu, ça fonctionne sur le principe du bénévolat. Quels sont les profils des personnes qui sont justement dans cette association ? Les profils sont très divers et puis sont évolutifs en fait. Au début, il y avait un noyau de gens qui provenaient des professions maritimes. Ça s'est modifié au fur et à mesure. Maintenant, on peut dire qu'ils viennent de tous les horizons différents. Et justement, c'est d'autant plus une exigence pour nous de les former et d'entretenir leur connaissance. Vous avez une trentaine d'années d'ancienneté dans le métier maritime. 33 ans. Et 38 ans. Et donc, en fait, vous avez été avant, vous avez fonctionné sur des bâtiments civils normaux. Oui, je suis marin de profession, particulièrement à Ajaccio, je suis pilote de port. Et c'est une continuité un peu de mon métier, de mettre à disposition mes temps de libre, mes temps de loisirs, à aider les gens qui sont en difficulté en mer. C'est culturel, je dirais. Et comment vous formez justement ces personnes qui viennent ? Est-ce que par exemple moi, allez, je prends mon exemple, je peux venir vous voir en vous disant je souhaite être sauveteur en mer et rejoindre l'association ? On en serait ravis. En ne connaissant rien, c'est gentil, mais en ne connaissant rien justement du sauvetage, etc. Est-ce qu'il y a... Step par step, si vous avez suffisamment de disponibilité, on va vous amener à un niveau d'expertise suffisant. C'est-à-dire que vous allez intégrer un équipage à partir d'un simple niveau de novice, de mousse. Et puis, au niveau local, vous allez faire des exercices. Après, nous avons des structures nationales. Malheureusement, il faut envoyer les gens en déplacement sur le continent ou à Propriano, où il y a un centre de formation. Et step par step, stage par stage, on arrive à former les gens. La seule limite, c'est la disponibilité et la bonne volonté. Il y a combien de stations ? Il y a une station à Ajaccio, il y en a 4 ou 5 en Corse ? 7, il y en a en Corse tout autour. Et sur Ajaccio, on est par exemple une quarantaine, une cinquantaine de bénévoles, selon les évaporations. Il y a beaucoup de turnover en fait. On s'aperçoit que les gens, de par leur vie, leur cursus, sont disponibles étant jeunes et étant vieux. Et qu'entre les deux, il y a des exigences professionnelles, familiales qui font que certains équipiers nous échappent. Mais après, ils peuvent revenir. Alors hier, on a parlé un petit peu de bénévolat. Est-ce qu'il y a des limites quand même au niveau des conditions physiques, de l'âge, où vraiment tout à chacun peut être bénévole ? Honnêtement, il faut avoir quand même une certaine proximité avec la mer. Il faut avoir, disons, certaines qualités nautiques. Il ne faut pas avoir peur de tomber à la mer et de se dépatouiller quand on y est. Donc, évidemment, c'est déjà un peu restrictif. Au niveau limite d'âge, le règlement national nous impose 66 ans pour être opérationnel. Voilà. Au-delà, on peut toujours, évidemment, participer dans des fonctions administratives ou de collecte de fonds. Alors justement, on va parler de collecte de fonds. Vous êtes une association. Comment vous arrivez justement à subvenir
à vos besoins en termes, voilà, vos besoins pour faire fonctionner l'association, et surtout comment on peut vous aider. Est-ce que on peut faire des dons? Comment ça se passe? Pour caricaturer, je dirais que c'est la grande plainte, parce qu'on fait du sauvetage en mer par vocation, par passion, pour aider les gens, et malheureusement, on est très vite en but à des exigences financières, des budgets de fonctionnement. Il faut savoir que le sauvetage en mer, en France, est très peu aidé par l'État. Bon, il y a eu une prise de conscience dramatique le 13 juin avec l'accident des Sables d'Olonne. L'État s'est engagé à améliorer son financement. Mais à titre d'exemple, au niveau local, la CDC nous aide à l'investissement, mais nous n'avons aucune aide des collectivités locales. Donc à nous de prendre notre petite sébile et d'aller chercher de l'argent. Moi je vous dis, c'est pas vraiment ma passion, c'est vraiment pas mon cœur de métier, mais on est obligé par exemple de vendre des calendriers dans les grandes surfaces. On est un peu en situation, je dirais, délicate avec les finances, d'autant plus qu'en parallèle, il y a de plus en plus d'exigences en matériel, en formation, comme on en a parlé précédemment, et en équipement. C'est la grande plainte. En gros, vous avez besoin, par exemple, sur Ajaccio, de combien voilà. pour que ça fonctionne, disons, de façon basique, hein. De façon basique, c'est pas énorme, mais il faut savoir que quand même les embarcations nous sont dotées par l'État et la région. Hein. Donc à nous d'assumer le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement annuel tourne autour de 50 000 €. Voilà. Et il faut les trouver. Il y a une partie qui est obtenue par les prestations de remorquage, puisque l'aide aux personnes est gratuite, mais l'aide aux biens matériels que l'on ramène en faisant économiser de l'argent aux assurances est facturée à l'heure. Donc il y a environ 30% des recettes qui proviennent de là. Le reste étant des dons privés, ou des ventes comme je parlais des calendriers ou des lotos. On tire un peu, comme on dit vulgairement, le diable par la queue. Ça va pas très très loin. Entre les annonceurs et le budget, je dirais, de la vente, c'est pas un secret commercial, mais on arrive quand même à obtenir 20 000 €. C'est quand même... Mais vous êtes là quand même pour sauver des vies. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas prendre en compte votre fonctionnement et que l'État ne puisse pas... je veux dire, ça fait partie du service public, quoi. C'est un devoir régalien, surtout vis-à-vis des conventions internationales que l'État français a signées. Mais néanmoins, ce modèle est relativement atypique, il nous vient des pays anglo-saxons. Il est basé sur le bénévolat, ça reste un modèle noble, mais encore une fois, on arrive au bout de son schéma de fonctionnement. C'est fragile, justement. C'est énormément fragile. Justement parce que vous avez une certaine conscience, on peut dire finalement une certaine envie de vous investir, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui on retrouve cette envie chez des gens, des générations plus jeunes, peut-être? L'envie ne suffit pas, il nous faut aussi de l'argent pour entretenir cette envie, c'est-à-dire les équiper de matériel sûr, les entraîner, faire des exercices, c'est une nécessité évidemment des consommations. Si on était un peu plus à l'aise au niveau budget, je me fais fort de fidéliser beaucoup plus les bénévoles, voire de développer nos prestations. Mais là, nous sommes un peu sur la corde raide. Bon, j'aime pas du tout pleurer dans ce sens-là, parce qu'on fait pas ça a priori pour tendre la main, mais c'est vrai, c'est rageant tout ça, c'est rageant. Alors, on a parlé un petit peu de dons. Comment justement on peut vous faire des dons? On peut vous contacter? Est-ce que vous avez une adresse mail? Bien sûr, je vais vous donner toutes ces coordonnées très importantes. Alors, elle est facile à retenir, c'est président.ajaccio@snsm.org. Voilà, contactez-moi. S'il y a des personnes généreuses qui veulent s'impliquer dans le sauvetage en mer, elles sont d'avance les bienvenues. Autrement, on a une adresse postale, c'est la base Laval d'Aspreto. Il y a une boîte postale, 50 968, 20 700, Ajaccio, CEDEX 9. Et alors donc, les gens les plus sensibilisés par ce besoin d'être sauvés, ce sont les plaisanciers, par exemple. Mais oui, mais je pense qu'il y a un quiproquo. Les gens pensent qu'on a suffisamment de subventions de l'État et que quelque part ils ont raison parce que c'est le devoir de l'État. Ça serait le devoir de l'État de subventionner, mais de fait, nous ne les avons pas. Ni de l'État, ni de quelques collectivités locales. Donc moi, je fais un appel particulier aux plaisanciers, puisqu'ils sont suffisamment nombreux chez nous, de permanents, de résidents et de passage. Il suffirait d'une modeste contribution annuelle de l'ordre de 30 € par an, par exemple. Et pratiquement sur Ajaccio, j'arriverai à boucler mon budget sans m'arracher les quelques cheveux qui me restent.
Alors, on le souhaite. Alors, quel est votre rayon d'action maximum pour aller sauver des gens par rapport à Ajaccio, par La exemple? station d'Ajaccio a une particularité, je pense, comme ça, de mémoire, c'est la station qui a le plus long linéaire côtier de France. Puisqu'on intervient de Scandole, de la pointe de Gargallo, à Capodimour. Et jusqu'à mon intervention que j'ai faite la plus au large, elle était de 80 000, c'est-à-dire en gros 120 km. Donc c'est immense. C'est immense. C'est immense. Et avec une seule unité de sauvetage. Non, on a une unité lourde, je dirais une vedette de 15 mètres, avec laquelle on peut aller au large, très au large par mauvais temps, et 2 unités légères qui sont limitées au golfe. Ah, quand même, oui. Voilà. Et moi, j'aurai l'ambition l'année prochaine de mettre une 3e unité légère dans le golfe de Sagone, parce que malheureusement, on a tous eu avec la presse et avec les radios le côté accidentogène du golfe de Sagone, puisque c'est là où il y a quand même le plus de décès par noyade. Parce qu'il y a beaucoup justement de houle, c'est réputé pour ça aussi. Tous les golfs ouverts à l'ouest, au Mistral donc, sont impactés par la houle d'ouest qui est très dangereuse. Alors très concrètement, vous faites, je ne sais pas si on peut faire une moyenne, mais c'est combien d'interventions à peu près par an? Vous êtes appelé combien de fois? Une cinquantaine par an environ. C'est quand même assez conséquent. Conséquent, hein, peut-être pas suffisamment pour professionnaliser le sauvetage en mer, mais largement suffisant pour faire vivre honorablement une station. Puis j'imagine que la majorité des sauvetages s'opèrent l'été. L'été essentiellement. Bon, cet été, à titre d'anecdote, on a eu un été assez calme au niveau vent, donc c'est une année un petit peu creuse entre guillemets, tant mieux pour les assister. Mais parallèlement, si vous voulez, il y a un phénomène qui se passe. Les matériels de navigation, les équipements sont de plus en plus performants, dont on pourrait imaginer que les accidents sont de moins en moins fréquents. Mais à contrario, la mer devient de plus en plus un marché, un état de consommation, et on s'aperçoit de plus en plus de frivolité, d'irresponsabilité qui génèrent de fait un nombre d'interventions croissant. Les gens, justement, pardon Michel, mais les gens sont peut-être beaucoup plus imprudents qu'avant parce qu'ils connaissent un petit peu moins la mer et que finalement, est-ce qu'on peut dire que la plaisance c'est un petit peu démocratisé aussi? C'est dans la démarche de marché dont je parlais, c'est-à-dire les gens achètent sur Internet un séjour, une location de bateau, ils sont là, ils arrivent, bon, la météo n'est pas toujours prévisible, ils veulent sortir quand même. Hein, ou alors, ils louent un voilier parce qu'ils n'ont pas le permis bateau, il n'y a pas de vent, ils ne savent pas faire de la voile, donc ils se propulsent au moteur, ils tombent en panne de combustible, ou ils prennent un bout dans l'hélice, et là, évidemment, c'est 80% de mon intervention, c'est de l'amateurisme, entre guillemets. Alors, on a parlé un petit peu de conduite à risque, des conduites à risque qui semblent avoir augmenté peut-être un petit peu au fil des années. Est-ce que vous diriez que vous sortez un petit peu plus aujourd'hui en intervention qu'il y a peut-être 10 ans? Oui, cet été, ça a été... ou parce qu'on l'a su, mais cet été, il y a eu quand même un écrêtage d'accidents et d'incidents. Honnêtement, c'est guère prévisible. Il y a des années comme ça en dents de scie. Par exemple, le mauvais temps, on pourrait croire que c'est accidentogène. Or, le mauvais temps empêche les gens de sortir, donc il s'avère qu'il y a moins d'accidents par mauvais temps que par beau temps. Dès qu'il fait beau, les gens vont sur l'eau et font un peu n'importe quoi quelquefois, bien qu'il y ait des plaisanciers qui soient très au fait des choses. Mais donc c'est très variable. Je vous dis, bon an, mal an, une cinquantaine de sorties par an. Est-ce que vous avez aussi été appelé par des professionnels comme les pêcheurs qui ont eu des problèmes de moteur ou des petits incidents comme ça? Bien sûr, ça arrive. La mer n'est jamais totalement prévisible et même les professionnels savent être modestes et ne sont pas à l'abri d'incidents. Et justement, quels sont vos rapports avec les professionnels de la mer? Est-ce que vous travaillez souvent ensemble? Est-ce que aussi parfois on peut faire partie aussi des personnes qui œuvrent dans la SNSM ou pas? On se connaît très bien sur le plan d'eau et dans les ports, évidemment. Bon, il se trouve par exemple des pêcheurs, ils ont leur pic d'activité en plein été. Là, nous avons aussi le nôtre, donc on peut guère les solliciter, ils ont guère de disponibilité. Les marins de commerce, c'est pareil, ils naviguent en saison. Donc le fait est qu'on a de moins en moins de professionnels de la mer, et donc, comme je disais dans une émission précédente, il faut former de plus en plus de gens qui n'ont pas de culture à proprement dite maritime. Mais ça s'apprend. Et donc, les ferries, par exemple, pourraient faire appel à vous
Oui, par exemple, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des évacuations sanitaires, c'est-à-dire des ferries qui avaient un blessé à débarquer, de nuit en particulier, parce que de nuit, les hélicoptères ne sont pas opérationnels pour la plupart. Hein. Il faut faire appel à celle de Solvenza, autrement. Donc, il nous est arrivé peut-être une trentaine de fois de faire des évacuations sanitaires, c'est-à-dire récupérer des blessés ou des malades le long d'un bord d'un bateau, avec une équipe ou non médicalisée, et de les ramener à terre vers Sabé. Alors, vous avez une anecdote à nous raconter, par exemple, comment vous avez pu récupérer quelqu'un de malade sur un ferry, parce que ça a l'air compliqué, c'est pas simple de faire descendre. Techniquement, je me souviens une fois, il y avait pas mal de mer, et on a essayé de l'approcher par ce qu'on appelle la porte du pilote, c'est une porte latérale avec une échelle de corde, et on s'est aperçu en particulier, la victime était brancardée, donc il était inimaginable avec la levée qu'il y avait, de faire passer un brancard en toute sécurité du bateau à la vedette de sauvetage. Donc là, finalement, ma profession m'a aidé, puisque j'ai proposé au commandant qui a accepté la solution, c'est de disposer le blessé à l'époque, donc le blessé à plat sur une embarcation de sauvetage, et on a affalé carrément l'embarcation de sauvetage au niveau de la mer, et on a fait un transbordement d'embarcation de sauvetage à vedette de sauvetage à la même niveau. C'était une belle opération. Chapeau. Non, mais c'était intéressant. J'imagine que comme ça, d'autres anecdotes, vous en avez plein. Et est-ce que tous les sauvetages sont différents? Comment sont aussi vos rapports avec les personnes que vous sauvez, écoutez, je pense que les gens n'y pensent pas trop, mais il y a un phénomène qui est frappant chez la plupart des assistés, heureusement pas tous, c'est le phénomène de déni. C'est-à-dire, on va les aider parce qu'ils se sont mis un peu dans une mauvaise passe, ils sont mis un peu dans la patouille. Et la première chose, c'est pas de leur faute. On est là pour les sauver, mais on se fait quelquefois mal recevoir. Hein, on a l'impression que, bon, je sais pas s'ils ragent de s'être mis dans cette situation ou s'ils ont honte, mais la première réaction, c'est le déni, voire l'agressivité. C'est L'ingratitude. Non, je dirais pas l'ingratitude, parce que les gens ont perdu leur sang-froid, donc ils ont des réactions un peu primaires, je dirais. Mais bon, après quand ça passe, quand les gens sont à nouveau en sécurité, il y a un débriefing et ça se passe plutôt bien. Alors, comme c'est notre dernière émission de la semaine, on va quand même rappeler justement comment vous aider, comment devenir bénévole et comment vous faire un don. Donc, vos différentes adresses numériques. Alors donc, pour les dons, comme je disais tout au long de ces émissions qui sont largement les bienvenus, j'ai une adresse mail qui est très facile à retenir. C'est président.ajaccio@snsm.org. Voilà, donc contactez-moi. Si jamais vous n'arrivez pas à mémoriser l'adresse postale, on vous répondra gentiment en cas de contact. Autrement, l'adresse postale, c'est la base navale d'Aspreto. Il y a toute une série de boîtes postales et de codes CEDEX, mais je pense que tous les courriers arriveront à la base navale d'Aspreto, SNSM. Voilà. Moi, j'ai une petite question très concrète. Comment ça se passe quand on vous appelle en pleine nuit? À tout moment de la journée, vous pouvez être appelé, quoi. Je veux dire, un sauvetage, justement, ça n'a pas d'horaire fixe. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à répondre certains jours, ou ça passe uniquement par vous et vous mobilisez les équipes? Comment ça se passe? Alors, donc, au niveau opérationnel, il y a un patron de vedette qui est désigné, et c'est lui qui reçoit l'appel du CROSS. J'avais dit précédemment que c'est le CROSS qui organisait toutes les opérations de sauvetage. Donc, lui est prévenu, et immédiatement, il a son équipage sous la main, soit sous forme d'astreinte, soit sous forme de préliste. Mais dans la réalité, concrètement parlant, au bout d'un quart d'heure à 20 minutes, on a pareil. Voilà, ça se passe. Alors c'est marrant, les gens s'imaginent mal qu'à partir de bénévoles en pleine nuit, on puisse être réactif. Hein, mais statistiquement, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que le système perdure. On est peut-être un peu trop performant, on devrait l'être moins. Hein, comme ça, on sera un peu plus aidé. Est-ce que vous avez des contacts réguliers, en fonction des situations, avec vos collègues des autres stations? Est-ce que vous fonctionnez en binôme, en trinôme On ne travaille pas en binôme, mais on travaille en complémentarité, puisqu'on a chacun des zones géographiques imparties. Et puis, il faut dire qu'il y a un centre de formation depuis 5-6 ans à Propriano, qui centralise un peu, qui a l'agrément pour toutes les formations, en particulier de secourisme, voire en nautique, si bien que de fait, on travaille avec eux. Oui. Alors, il y a autant
autant de filles que de garçons ou c'est un peu déséquilibré Non, ça se féminise, hein. Moi je suis pour, il n'y a pas de problème, hein. Ça se féminise. Et puis alors, c'est marrant parce qu'on a fait plusieurs stages de nageurs sauveteurs, et honnêtement, je peux vous dire, physiquement, les filles elles assurent. Hein. Comme chez les pompiers. Hein. En plus, comment dire, le milieu aquatique, c'est quand même un milieu aussi pour tout le monde. Hein. Et donc, la performance purement physique, elle n'est pas peut-être prioritaire. Il faut surtout être à l'aise. Et les filles assurent énormément. Est-ce que vous avez des consignes à donner aux plaisanciers, aux gens qui sont appelés à naviguer pour des raisons X ou Y? Écoutez, ça fait 50 ans que je navigue. La seule consigne qui prévaut et que je m'applique quotidiennement, c'est la modestie. Hein, parce qu'en mer, tout peut arriver et il n'y a personne qui joue les divas. Hein. Un comportement diva type, ça a été le comportement du commandant Schettino sur le Costa Concordia. Hein. Il faut toujours rester humble par rapport à la mer. Humble et prévoyant. Vous qui avez voyagé un peu partout, dans la Manche, dans d'autres régions maritimes, hein, est-ce que la Corse et son environnement marin est plus ou moins dangereux que la Bretagne Non, je dirais pas. Hein. Je dirais pas. Chaque région a ses spécificités. C'est sûr qu'on n'a pas de marée, on n'a pas de courant de marée, mais par contre, on a des vents violents et des mers courtes. Donc, on n'est pas à l'abri. C'est pas le Club Med caricaturé. Hein. En mer, la météo, c'est la priorité. La sécurité des personnes embarquées, hein, parce que souvent, il y a des gamins. Alors, un conseil que je peux donner, même si c'est pas très porté, mettez régulièrement, le plus souvent possible, une brassière de sauvetage. Alors, les pêcheurs disent souvent que la Méditerranée, elle est très traître. Oui, je vous dis, les vents sont violents, brusques, et la mer courte. Une mer courte, ça fatigue le bateau. Une mer longue, le bateau a le temps de l'amortir, de se caler avec le rythme de la vague. Une mer courte, on embarque très facilement. Claude Ricci, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Ça a été un plaisir. Et puis évidemment, on rappelle que vous pouvez faire bénéficier de dons ou devenir bénévole pour la SNSM et on a rappelé les contacts en début d'émission. Pour les donateurs, on se fait une obligation de leur présenter la station, de leur présenter les embarcations de sauvetage et les équipiers. Donc encore une fois, je les remercie par avance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.